Alors maintenant, aujourd'hui, je vais un petit peu parler de choses qu'on peut utiliser au jardin gratuites et qui peuvent nourrir aussi bien le sol que les plantes. Et surtout de deux choses, des cendres de bois et de la consoude. C'est bien, on parle bien de cendres de bois et pas des cendres de charbon. Les cendres de charbon sont en principe toxiques. La suie est toxique, donc si vous enlevez de la suie, mettez plutôt dans votre sac poubelle et envoyez ça avec les poubelles. Ou si c'est quelqu'un qui vient nettoyer votre cheminée, de toute façon, il repart avec et c'est pas plus mal. Si vous faites vous-même le ramonage, ben, évitez de jeter ça. Souvent, on jetait ça au jardin, mais ça, c'est pas intéressant du tout. Bien sûr, avec du bois qui n'a pas été traité, qui n'a pas été ferni, qui n'a pas été peint, si vous brûlez quand même ce genre de choses-là, vous polluez un peu l'atmosphère quand même. Les cendres de barbecue, c'est bon? Oui, ça va. Voilà. Ça va. Donc, voilà. Ça contient quoi? C'est un amendement qu'on dit. On ne parle pas d'un engrais, c'est un amendement. Pourquoi? Parce que ça il y a plus qu'un engrais en fait. Donc ça contient beaucoup de calcaire. Donc ça, on va revenir après. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça contient beaucoup de potasse, ce qui est très important pour la culture de fruits, de fleurs et de légumes racines surtout. Par exemple les betteraves, etc. Oui, panais, carottes, donc un petit peu de poudrage, mais ça je vais revenir après sur le dosage. Donc ça contient à peu près, ça dépend des bois, hein, il y a bois et bois. Les feuillus sont toujours plus riches que toute la famille des sapins, des conifères. Donc ça peut aller jusqu'à plus ou moins 9% de potasse, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Souvent quand on achète même des engrais, pour arriver à avoir des variétés d'engrais à 9% de potasse, c'est déjà assez important. Ça contient du silice aussi, assez bien, 14%. Et ça, j'ai oublié d'aller voir exactement à quoi c'est intéressant. Je l'ai lu comme ça, mais ça rentre là, ça sort sûrement pas derrière, je ne sais pas. Le magnésium, ce qui est fort intéressant pour la photosynthèse, le chlorophylle, hein, à peu près 4%. Quand on met du magnésium, et il en faut, on a des feuilles plus vertes. On le voit souvent, grâce à ça, on le voit du visieux comme ça, que les feuilles sont plus vertes. C'est souvent, pas uniquement, souvent parce qu'il y avait du magnésium. Du phosphore aussi, mais en petite quantité. Alors si on veut que ça soit plus équilibré, quand on mange un bon poulet, quand on mange les côtes de porc ou quoi que ce soit, on a des os, ben brûlez-les dans le feu et vous allez apporter un supplément de phosphore. Donc au lieu de jeter à la poubelle que ça va sentir après une semaine à la chaleur, mettez ça dans votre feu, quitte à les rassembler pendant l'été quelque part loin dehors, les laisser sécher, et puis l'hiver un peu à la fois, mettez ça dans un petit sac de pain et mettez ça quand vous chargez votre feu dedans et ça va vous rapporter un petit peu de phosphore, de phosphate. Comme maintenant avec le bois là, ouais. Qu'est-ce que vous en faites? Vous mettez sur le jardin? On l'emploie pour le jardin. Ah ouais. Souvent on l'emploie aussi contre les limaces. C'est bien et pas bien. Disons que c'est bien momentanément. Mais dès la première pluie, ça fait un plaquage et les limaces ils passent au-dessus, ça disparaît très vite. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'est régulièrement en mettre, mais alors on met la dose, et ça je vais en parler après, on met une dose trop forte. Donc il y a peut-être autre chose à mettre, par exemple le marc de café,
lui, il ne va pas disparaître, il ne va pas faire une croûte. Mettez un petit peu de marc de café autour des plantes à protéger. Ça sera aussi intéressant. Ils n'aiment pas du tout cette odeur-là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, chacun ses goûts. Là. Tant mieux si on trouve quelque chose, par exemple aussi éventuellement un peu de sable, quand c'est des plantes vivaces dans le jardin ornemental, on peut mettre du sable et le sable le plus grossier possible. Donc ça on trouve, hein? Donc du sable du Rhin qui est plus gros. 0,8. Comment? 0,8. Le fin c'est du 0,2 et... Ah, 0,8, ouais. Donc oui, ils ont 0,2, c'est le tout fin, et jusqu'à 0,8. Mais là, il faut aller vraiment chez quelqu'un qui vend des choses pour les maçons. Quoi. Souvent dans les magasins, on trouve le 0,2 et on ne trouve pas celui qui est un petit peu plus gros. Pourquoi? Parce que la limace, elle n'aime pas passer ça au-dessus. Hein. Ça lui colle au-dessus, ça picote, donc ça les éloigne. Ça ne les tue pas. Hein. La marc de café ne les tue pas non plus. Hein. C'est les éloigner vers une autre plante. Voilà, le mieux de tout, c'est de les ramasser. Hein. Donc moi, je mets, j'ai déjà dit très souvent, un peu de farine en dessous d'un pot ou en dessous de quelque chose. Et après, je sais le lendemain les ramasser. Sinon, les jours d'été, quand il fait déjà noir, avec la lampe de poche, ils sont sur les feuilles, vous n'avez qu'à les ramasser. Hein, et après, vous en faites ce que vous voulez. Du sirop, il paraît que c'est bon. Je pense, voilà. Les poules, elles aiment bien, hein, quand elles connaissent. Quand c'est des poules de ville qui n'ont jamais vu une limace, ils en ont peur. Mais quand c'est des poules qui connaissent, ils vont se bagarrer pour les manger. Voilà, les escargots, les petits gris qui font beaucoup de dégâts aussi, hein, c'est très bon pour les poules, donc on les écrase un petit peu, ils vont manger la bébête, mais ils vont manger aussi le coquillage, la coquille, et ça leur donnera un peu de chaud pour faire leurs écailles d'œufs, quoi, hein, la coquille d'œuf. Alors, les doses, 1 à 2 poignées par an, par mètre carré. Donc c'est pas beaucoup. Hein? Donc il ne faut pas vider votre cendrier et avancer tous les jours un peu. Non, c'est pas beaucoup. Donc sur une année. Donc on peut en mettre en plusieurs fois, mais pas exagérer. Et il faut voir le pH de votre sol. Si vous avez déjà un sol qui est très alcalin, donc il contient déjà beaucoup de calcium, il faut éviter de rajouter encore du calcium en plus et des cendres. Donc on va en mettre moins. Donc là, ça sera peut-être plus qu'une poignée. Il semblait que j'avais noté plus ou moins le pH des cendres, mais je ne vois pas trop. Donc c'est toujours bien de passer un tout petit peu le râteau, là où on les a mis, pour que ça soit incorporé, pas très profond, hein, même comme ça, un petit peu sous terre, quoi. Comme ça évite aussi que ça se plaque avec la pluie. Donc, si ça fait une croûte, il n'y a plus d'échange ou très peu avec l'oxygène. L'eau va déjà ruisseler en bas, donc il y aura peut-être moins de pénétration de l'eau aussi. Donc c'est mieux d'un tout petit peu gratter le sol autour. Ça fait en même temps un petit peu du nettoyage entre les plantes à qui on donne. On va bien sûr ne pas donner à des plantes acidophiles, donc les plantes qu'on dit de bruyère, donc les bruyères, les azalées, les rhododendrons, les hydrangeas, les érables du Japon, les camélias et bien d'autres encore. Beaucoup de plantes qui viennent de ces régions un peu Chine, Japon et tout ça, sont souvent des plantes qui sont acidophiles. Donc faire attention à ça. Le fraisier, c'est peut-être aussi une plante qui préfère un pH un petit peu moindre, donc on va peut-être éviter
pommes de terre, bon, c'est moins grave, je dirais, mais si on a déjà un sol aussi qui est déjà bien chargé de calcium, on va aussi éviter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces plantes-là, pour quand même avoir de la potasse et d'autres éléments? C'est la deuxième partie, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la grande consoude de Russie, qui fait des feuilles comme ça. J'ai encore eu de la chance que toutes les feuilles n'ont pas gelé. Elle disparaît l'hiver, hein. Donc ça fait des grandes feuilles comme ça. Ça fait après des hampes florales qui montent jusque presque au terre d'homme, qui sont fort visitées par les bourdons, les abeilles, qui donnent des grains mais très peu fertiles, mais il y en a quand même qui peuvent se reproduire. On dit que c'est une hybridation et que les graines ne sont pas fertiles, mais ça donne quand même parfois des levées. Ben, des levées, c'est par-ci, par-là, mais si on les laisse sur place, ça fait des racines qui vont jusqu'à 2 mètres de profond. Et quand on laisse un morceau de racine, ça va revenir. Donc si on veut éliminer une choc, on va s'y prendre pendant 3 ans, 4 ans, avant d'arriver à bout. Donc planter ça à un endroit où ce que ça ne va pas déranger pendant, je ne vais pas dire un siècle c'est exagéré, mais pendant 5-10 ans que vous n'allez pas penser peut-être à devoir enlever pour mettre autre chose. Ça c'est la consoude sauvage, officinale. Hein, donc on ne doit pas avoir des lunettes pour voir la différence. Hein. Elle est moins riche aussi. Donc elle peut aller, elle a aussi un peu les mêmes propriétés, mais moins importantes. Le grand inconvénient de celle-ci, c'est qu'elle se ressème facilement. Si vous la coupez et il y a des graines dedans, vous allez en semer un peu partout. Ça peut être embêtant. Donc elle est un peu plus invasive que celle-là. Elle est peut-être plus facile aussi à éliminer que celle-là. Donc, préférez quand même la grande consoude de Russie. S'il y en a que ça intéresse, il y en a 4-5 plants là-bas à disposition. Alors, donc la consoude, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on va faire un compostage sur place, entre les plantes éventuellement. On peut faire dans le tas de compost, en rajouter. En même temps, c'est un activateur du compost, en même temps que éventuellement les orties aussi. Il donne un peu de tonus à cette compostage, à ce compostage. Donc, de toute façon, c'est pas du tout mauvais, c'est plutôt bon que mauvais. Ça donne beaucoup de verdure. Hein. Donc, on sait la couper 3 fois, 4 fois. Donc ici, elle a été coupée, je dirais au mois de septembre. Ben, j'ai de retour des plantes avec des feuilles comme ça. Hein, et c'est pas une petite plante, hein, ça fait une grosse touffe. Hein. Donc on a beaucoup de quantité. On peut en faire un purin. Et là, le pH de cette plante-là, après compostage, est à peu près 5. Donc elle est plutôt un petit peu acidifiant. Donc là, quand on a un terrain qui est déjà trop acide, c'est peut-être, ou bien combiné, mais c'est peut-être mieux de mettre les cendres. Si on a un terrain qui, quand on mesure, qui fait au-dessus de 7, 8, donc il y a beaucoup de calcaire, à ce moment-là, prenez plutôt la consoude. La consoude, donc c'est aussi gratuit, hein, une fois qu'on a la plante. Si on veut la multiplier, ben, on déterre, on prend des morceaux de racines et on les remet dans le sol. Ne passez jamais avec votre fraise au travers de ça, parce que vous allez multiplier par 100, voire par 1000, et tu en auras partout. Hein. Donc, faites quand même un peu attention. Mais bon, logiquement, on ne va pas passer avec une fraise en travers de notre choc, mais l'hiver, on ne la voit plus. Donc, accidentellement, on peut, à ce moment-là, mettez un bâton, hein, que vous vous rappelez où ce qu'elle est. Alors, quand on fait un purin ou quand on fait un compostage, on peut rajouter tout plein d'autres choses. Hein. Donc, tous les éléments,
des choses positives. Par exemple, les orties vont contenir plus d'azote que la consoude. La consoude elle contient du potasse, de l'azote, de l'azote, du phosphore, beaucoup d'oligo-éléments et un peu d'azote. Donc quand on veut avoir quelque chose d'équilibré, on peut rajouter un peu d'ortie. Mais si on ne veut pas avoir quelque chose qui est trop azoté, être raisonnable avec les orties. Quand on a fait son purin, et après je vais revenir quelque part sur la composition, comment on le fait, on va le diluer, on ne va pas l'utiliser frais. Tandis que si on fait un compostage de surface, là on ne va pas diluer, on va mettre les feuilles sur le sol, ou même dans le tas de compost, on dépose les feuilles entremêlées par d'autres choses qu'on met dans le compost. Mais ça veut dire aussi qu'on ne va pas faire un gros tas de feuilles, rien que ça, quoi. Donc il faut toujours rester raisonnable. Entre les tomates, entre les pommes de terre, même pour les fraises, mais pour les fraises, prenez plutôt alors un purin que les compostages de surface entre les fraisiers, c'est pas évident. Voilà. Ne pas mettre, si vous faites un purin, dans un bidon métallique, parce que ça va agresser le métal. Donc utilisez un bidon de préférence en plastique, et de préférence opaque même, qui ne donne pas trop de lumière. Donc les grands bidons, là, comme on voit un peu dans tous les jardins, bleu, vert, brun, conviennent très bien. Et comment mettre le couvercle? On met ou on ne met pas le couvercle. Moi je mets un couvercle, mais je laisse une ouverture. Disons que l'inconvénient de ne pas mettre un couvercle, c'est qu'on peut avoir une ponte de moustiques, éventuellement. Pas pendant qu'il est occupé de fermenter, là je pense pas qu'ils vont aller dedans, mais par après, quand ça reste plus longtemps dans le tonneau, il pourrait avoir des pontes de moustiques. Et bon, maintenant avec le moustique tigre qui arrive un peu dans nos régions, c'est quand même embêtant. Déjà l'autre est très embêtant, mais le tigre nous fait encore plus de mal, quoi. C'est pas la même chose. Alors, donc, ouais, les quantités. À peu près 1 kg de feuilles et de tiges pour 10 litres d'eau. Donc, c'est à peu près. Il ne faut pas passer avec votre balance de cuisine dans votre jardin. Il faut un petit peu, peut-être une fois peser, un seau, combien que ça pèse. Et après, on va continuer comme ça. Moi, j'ai remarqué que quand on met dans un seau et qu'on appuie modérément dessus, et quand on remplit et que c'est juste noyé, c'est à peu près... C'est à peu près ça. Ouais. Donc, voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le couper grossièrement. Comme ça, il y a plus de plaies, il y a plus d'ouverture, donc ça va plus vite se décomposer et être actif. Alors, on peut donc rajouter, comme j'ai dit, un peu d'ortie, des renoncules. Les renoncules contiennent des choses que les autres plantes n'ont pas vraiment beaucoup dans leurs composants. Par exemple, ils contiennent même de l'or. Mais toutes ces petites choses-là, en très infime quantité, sont très importantes pour la santé des plantes. Et comme nous, on se nourrit des plantes, ou des animaux qui ont mangé des plantes, c'est aussi très important pour nous. Donc ça va plus loin que le jardinage. C'est même pour la nutrition pour nous. La prêle, ça on sait que c'est un peu anti-champignon. Pas exagéré. Parce qu'il y a des bons champignons et il y a des mauvais champignons. Et ils ne vont pas cibler que les mauvais nécessairement. Donc les plantes condimentaires aussi. Donc un peu de persil,
mais plutôt de romarin, de thym, d'un peu toutes sortes de choses. Ça peut être que bon. Les épluchures d'ail, d'oignons, des fougères aussi, donc éventuellement aussi un petit peu ciselées, les restes de poireaux, quelques feuilles de chou. On peut mettre un peu de tout. Et alors, on va enrichir davantage de toutes sortes d'éléments que si on met que de la consoude tout seul, qui est déjà la plus riche peut-être de toute cette série-là. On peut mettre éventuellement un peu d'épinards, on peut mettre un tas de choses. Mais bon, les épinards, c'est très facile aussi d'étaler sur le sol, etc. Bon. Mais on peut en mettre un peu dedans. Et on mélange tout dans le même bidon ou on fait des bidons séparés? Non, tu peux mettre tout dans le même bidon. Hein. Bah, si tu veux vraiment quelque chose de très particulier, il faut séparer. Mais bon, je pense que si on commence comme ça, bon, pour un chimiste ça va, mais pour un simple jardinier, ça devient trop compliqué et on ne le fera pas. Tandis que tu mets tout ça dedans. Bon. Pour le conserver, il va conserver quelques semaines, quelques mois même, et le fond de bidon, de toute façon, mettez sur le tas de compost, mettez dans votre serre froide en hiver. Il sera peut-être plus aussi riche, mais il contiendra encore pas mal de choses qui ne disparaissent pas. C'est surtout l'azote qui va être évaporé, mais bon, ça reste bon. Mais si on veut vraiment pour les pulvérisations de tous ces purins, il faut un récipient en plastique qui ne laisse pas passer la lumière, donc de couleur foncée, avec un bouchon et remplir qu'il n'y a plus d'air. Donc jusqu'à ras du bouchon est fermé. Et ça peut conserver même 1 an, 2 ans, etc. Mais dès qu'on en emploie, il faut soit trouver un bidon un peu plus petit pour mettre le reste, il conserve beaucoup moins longtemps. Donc ça doit être privé d'oxygène en fait pour rester aussi actif. Et il faut sortir les plantes dehors. Comment? Il faut sortir Oui, les plantes, on peut le filtrer. Hein. Quand c'est pour pulvériser, on va filtrer. Quand c'est pour arroser au pied des plantes, on n'est pas obligé. Ah ouais, on peut Mais bon, si c'est avec l'arrosoir, avec les petits trous, mais ça je ne conseille même pas. Mettez plutôt au goulot et au pied et pas sur les plantes. Hein, donc au pied des plantes. Par exemple, ben, ça je ne veux pas dire maintenant, je dirai après. Donc c'est mellifère, la consoude, comme ça j'ai dit, hein, activateur de compost, cicatrisant pour les plaies. Donc on peut aussi, quand on a fait des tailles, au lieu de mettre éventuellement un mastic de taille ou de greffage, on peut appliquer un petit peu de ce purin de consoude. Bon, même avec les autres plantes, ça ne doit pas être trop mauvais. Bon, si là on a peut-être fait un petit peu de consoude tout seul, ce sera peut-être... Mais avec les racines de consoude, on en fait de la pommade pour les courbatures. Et même pour cicatriser des plaies. Donc par exemple, pas fait de publicité, mais bon, Flex Argile par exemple, ça c'est... Il y a de la consoude dedans. Et pour la soudure des os cassés. Ça soude. C'est là que la potasse, entre autres, fait son action. Hein. C'est écrit dedans. Nous, on a besoin de potasse. Hein. Donc, si on mange des légumes qui en contiennent, pour nous, c'est très bénéfique aussi. Mettre plutôt des gants pour couper, parce que ça peut irriter. Bon, toucher une feuille comme ça, si on a des peaux fragiles, peut-être... mais moi, quand je dois en couper un peu plus, je mets des gants. Parce que après, moi, ça dure pas longtemps, hein, ça dure un quart d'heure.
Après, je ne le sens plus. Mais bon, ceux qui ont des peaux un peu plus délicates, faites ça. Surtout pour les orties. Utilisez les Là, orties. je ne dois pas le dire, je pense. Là, on va voir la première fois comme le a fait. Mais parfois, quand on a travaillé la consoude, on ne se rend pas compte que c'est ça qui a fait que. Tandis que l'ortie, ben, tu le sens en direct. Voilà. Donc, fermé ou pas fermé, moi je laisse toujours une petite ouverture. Ça évite que je tombe à l'envers quand j'ouvre le bidon. Parce qu'il y a toujours un peu de cette odeur à la fois qui se diffuse. Odeur de purin. Mais le purin de consoude ne sent pas trop fort, tandis que le purin d'ortie sent très fort. Donc, parce qu'il contient plus d'azote, donc il est plus volatile et qui sent. Bon, peut-être aussi quand vous employez surtout du purin avec des orties dedans, mettez des gants parce qu'après, les mains, ils sentent pendant... Même avec le consoude, je ne pas toujours mais. Voilà. Il faut diluer aussi. Hein, il faut diluer, donc ça j'ai dit, hein, 1 pour 10. Hein. Donc 10 litres d'eau et 1 litre de purin. Voilà. Donc utilisez surtout la consoude de Russie, ça j'ai dit, parce que l'autre est moins riche et aussi peut devenir envahissante un peu. Au pied des tomates, quand elles commencent à avoir des fleurs, il ne faut peut-être pas mettre plus vite. Et là, on peut mettre un peu d'ortie, mais moi je ne conseille pas de mettre d'ortie. Les autres plantes, oui, mais les orties, je ne mettrai pas parce que les plants, ils vont pousser très fort et vous allez avoir un espace entre les bouquets qui va devenir fort important. Parce que l'azote fait que ça pousse en verdure, en fait. Hein. Donc, et on peut mettre ça plusieurs fois, à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours, jusqu'à ce que on commence à bien mûrir les tomates. À la fin de saison, moi je n'arrose presque plus et je ne mets plus d'engrais. Ils ont suffisamment sur place. Si on a une couche de couverture de sol, moi maintenant je travaille avec des Oya, c'est encore autre chose, donc c'est des pots en terre qu'on enterre, qui n'ont pas de trou et qui par porosité, en travers les parois, diffusent au fur et à mesure l'eau quand la terre autour est plus sèche. Donc, mais au pied, pas sur la verdure. Les tomates, ils n'aiment pas qu'on les arrose. Donc sur la terre autour des pieds, on va mettre tous les 10 jours à peu près un demi-litre de dilution, donc de 1 sur 10, tous les à peu près semaines. C'est plus facile de parler en semaine. On sait qu'on fait ça par exemple le lundi ou le samedi, et comme ça on a une idée du temps, parce qu'après, sauf s'il y en a un calendrier quand on fait une croix ou je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont si rigoureux que ça. Après on ne sait plus trop, moi j'en ai mis quand, on ne sait pas trop. Donc un demi-litre dilué au pied. Attention, si la terre est sèche et que le plant a soif, il faut d'abord arroser autour de la plante, que la terre soit humide, mouillée. Pourquoi? Parce que la plante qui a soif, c'est comme nous, on va sauter sur le verre et on va tout boire. Si on met cette dilution, dilution, le purin, elle va absorber beaucoup trop de ces nutriments et on risque même de brûler légèrement les petites radicelles. Hein, donc, sur une terre qui est légèrement humide, mais que surtout les feuilles, on le voit, hein, quand ils ont soif, les feuilles ils se recourbent. C'est parfois parce qu'il fait trop chaud aussi. Hein. Donc, s'il y a 35 degrés, 40 degrés dans la serre et que les feuilles sont comme ça, c'est peut-être normal. Mais alors, vous grattez un petit peu dans le sol et vous voyez si c'est encore humide ou pas. Hein.
Donc, pas sur un sol sec quand la plante a soif. Évitez de manger régulièrement la consoude. La consoude, on peut l'incorporer dans la soupe éventuellement, on peut en faire un genre de beignet, donc avec une pâte à crêpes ou à beignet, tremper dedans, faire rissoler dans une poêle. C'est très bon à manger, mais ça peut être mauvais pour le foie. Ça contient des alcaloïdes, donc qui s'attaquent un peu aux petites veines qui sont dans le foie, et le foie ne fonctionne, c'est pas du jour au lendemain, hein, mais un peu à la fois, ça peut être nocif pour le foie. Le foie et les reins aussi. Comment? Le foie et les reins. Et les reins reins peut-être aussi. Donc c'est surtout les grandes quantités. Manger une fois ou deux fois des feuilles sur l'année qui sont rissolées comme ça, ou mettre un petit peu dans la soupe ou dans autre chose. Il y en a qui font comme les épinards, mais là c'est beaucoup trop, hein. On en ingère beaucoup trop. On peut uniquement les jeunes rajouter... pousses. Comment? Uniquement les jeunes pousses. Oui. Les jeunes ou les toutes vieilles, mais les toutes vieilles sont plus très appétissantes parce que au début ils contiennent encore moins Alcaloïdes. Et à la fin de la vie des feuilles, ils en contiennent de retour un peu moins. Donc c'est surtout quand elles sont comme ça, bien développées, qu'elles en contiennent le plus. On peut le donner, et ça fait des siècles qu'on en donne aussi au bétail, aux poules et tout ça, mais toujours mesuré, pas exagéré. C'est très bon, hein, parce que ça contient beaucoup de choses qui la servent, mais comme pour beaucoup de choses, trop c'est trop, et ça peut éventuellement attaquer le foie. Voilà. On aura plus d'œufs et des œufs avec un meilleur goût. Alors, ça, il faut savoir, mais c'est de temps en temps une paire de feuilles. Hein. Si tu as une poule ou si tu as 20 poules, bien sûr, le nombre de feuilles qu'on va donner va différer, mais bon, voilà. Je vais laisser la place à Michel.